Salut et bienvenue à toi dans ce tout premier épisode du podcast Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives éco-responsables de tout secteur. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. En tant qu'experte, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux du numérique sur nos sociétés et notre planète. J'espère bien revenir sur le sujet dans de prochains épisodes, tant il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui. Ce podcast est né d'une question toute simple d'une invitée de ce premier épisode. Tu voudrais pas nous interviewer ? J'ai aimé l'exercice. Vois cet épisode comme je le vois, c'est-à-dire un essai, une belle opportunité de donner la parole à de chouettes personnes engagées et qui m'inspirent. D'autres épisodes viendront peut-être, ou pas. Je ne me mets aucune pression de ce côté-là. Ils seront en fonction de tes avis, de mes inspirations et rencontres, du flot de la vie, tout simplement. Mais sans plus attendre, je te laisse en compagnie d'Alice Lehoux et Natacha Ruiz, qui ont écrit un guide sur la mode éco-responsable. Ensemble, on a abordé les grandes lignes du guide, leur vision sur le fameux monde d'après-Covid, l'écoféminisme et bien d'autres sujets passionnants. Le guide sort dans vos librairies le 29 mai, et c'est une véritable pépite tant il est riche en informations indispensables à connaître pour quiconque aime la mode. Je fais partie de celles et ceux qui aiment la consommer et je dois dire que si j'étais déjà consciente de quelques dérives, le guide m'a complètement ouvert les yeux et je ne regarde plus mon dressing comme avant. Je te retrouve à la fin de l'épisode pour un wrap-up. En attendant, je te souhaite une bonne écoute. Salut à tous, et aujourd'hui pour ce tout premier épisode, je suis très heureuse d'accueillir Alice Lehoux et Natacha Ruiz pour la sortie de leur livre Guide de la mode éco-responsable chez vos libraires le 29 mai prochain. Salut les filles! Salut! Salut Perrine! Alors avant de vous laisser vous présenter de manière conventionnelle, entre guillemets, il y a une illustration au début du livre qui montre les différentes modes du début du 20e à aujourd'hui. Et j'ai envie de vous poser la question, quelle est la silhouette et donc la mode qui vous ressemble le plus et pourquoi ? Écoute, alors moi, celle qui me parle le plus, c'est celle des années 20. Alors pour moi, la mode, ça a toujours eu un rôle sociologique. C'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressée. Et ce qui me parle dans les années 20, c'est le début de l'émancipation des femmes. En fait, on les voit quitter leur corset, on voit qu'elles prennent une nouvelle place dans la société après la Première Guerre mondiale. Et la femme qui m'a beaucoup inspirée dans cette époque, c'est Gabrielle Chanel, parce qu'on voit que c'était une entrepreneure et qui avait déjà cette vision de transformer la garde-robe féminine et qui a justement joué un rôle hyper important à cette époque. Et on voit qu'elle était toujours en train de se réinventer, d'être créative. Enfin voilà, donc pour moi, elle incarne aussi déjà un premier mouvement de transformation dans la mode, en fait. Trop bien. Et toi, Alice ? Moi, ce serait peut-être plus la silhouette des années 80 pour ses formes, où c'est très libre, c'est confortable, il y a une vraie libération du corps et de la liberté. Après, pour ce qui est des matériaux, j'irais plus vers une silhouette de 1900 avec plus d'authenticité et de valeur et de savoir-faire sur les matériaux textiles qui étaient utilisés. Donc, je dirais un mix des deux pour matériaux et silhouette. Trop bien, ça a du sens. Et maintenant, est-ce que du coup, vous pouvez vous présenter et nous parler de vos parcours à toutes les deux et comment est-ce que vous en êtes arrivées à co-rédiger ce livre ? Alors en fait, on a toutes les deux étudié à l'ISTA, c'est l'Institut supérieur textile d'Alsace, qui est situé en Alsace, du coup à Mulhouse, et qui forme des chefs de produits textiles. Donc on a évolué pendant 2 ans au sein de cette école. Alors un chef de produits textiles, en gros, on a été formé pour comprendre comment les coulisses de l'industrie du textile et de la mode, en fait, c'est comment on fabrique un vêtement depuis le fil jusqu'à la commercialisation. Et donc, du coup, c'était hyper enrichissant. Donc, moi, je venais plus d'un parcours à l'origine dans la communication. Et du coup, ça m'a permis de comprendre mieux l'environnement de la mode. Ensuite, dans l'objectif ensuite d'aller travailler dans la promotion et la vente de marques, justement, de mode. Et après un séjour aux États-Unis où j'ai travaillé notamment avec des marques de mode éco-responsables, c'était en 2010-2011. Donc, c'était vraiment encore au tout début de l'évolution de la mode éco-responsable. Eh bien, ça m'a donné vraiment envie de contribuer à la promotion et à la vente de toutes ces marques qui n'étaient pas forcément encore connues à ce moment-là.
Et donc, j'ai eu l'occasion de créer une première entreprise en 2013. Et après, j'ai évolué sur d'autres projets autour de l'art aussi, musique, cinéma, et toujours en alliant la mode et l'art. Et par la suite, j'ai aussi lancé mon entreprise actuelle, Poesia, où j'accompagne justement des entrepreneurs qui veulent être engagés, proposer une entreprise rentable, unique, et toujours dans cette mode, design, lifestyle. Voilà pour ma part. Cool. Et toi, Alice? Et bah, du coup, j'ai la même formation, chef de produit pendant 2 ans, où on a appris, comme le disait Natacha, tout de A à Z, de la fibre jusqu'à la distribution des produits. Et j'ai fait un peu de ça. Et après, vu que je suis de nature assez curieuse, je me suis assez vite orientée vers les pays de production. Et du coup, je suis allée pendant un petit temps au Vietnam, où j'étais en charge des suivis de production, développement produit et sourcing, c'est-à-dire d'aller chercher des usines pour réaliser les produits qui étaient à faire pour les entreprises pour lesquelles je travaillais. Et ça a été une expérience réellement enrichissante à tout point de vue. Et ça m'a permis aussi de revoir ma position face à l'industrie et ma propre position. Et du coup, après, je me suis dit, peut-être qu'on peut essayer de changer les choses au niveau des donneurs d'ordre, c'est-à-dire ceux qui envoient justement les commandes dans les pays de production, et voir si on pouvait essayer quand même de faire quelque chose de plus vertueux. Et j'ai pris en compte les savoir-faire qu'il y avait sur place, mais aussi les conditions de travail, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Et assez intuitivement, en fait, je me suis dirigée vers tout ce qui était mode éco-responsable, mais surtout les droits sociaux, les conformités sociales qui sont vraiment liées au lieu de production. Et aujourd'hui, je suis plutôt une passionnée de chaînes d'approvisionnement dans l'industrie textile, toujours curieuse de savoir où, quoi et comment c'est fait. Et puis, je suis une passionnée surtout de textile et du matériau en tant que tel. Trop Donc, bien. c'est Vous avez des, surtout le... vous avez Voilà. des parcours qui se complètent plutôt bien. Oui, tout à fait. Oui. Et justement, c'est ça qui nous a amené à faire ce guide. C'était en fin 2016 que Alice est revenue du Vietnam et qu'elle m'a contactée par hasard, comme ça, sans trop savoir ce que moi je Ok. faisais de mon côté. Et on s'est retrouvés autour d'un café, on a discuté et puis on s'est rendu compte qu'on était toutes les deux, en fait, à travers nos chemins, on va dire, différents, arrivés à la même conclusion qu'il fallait faire des choses dans l'industrie de la mode, transformer les choses. Donc, c'est vrai qu'Alice avait plus ce côté dans les coulisses, dans la production, et moi, j'étais plus vers le grand public, Ouais. avec cette envie vraiment de lui faire connaître toutes les initiatives, tous ces créateurs qui sont là, qui ont un gros potentiel et qui sont pas forcément connus. Et donc, c'est comme ça que Alice est arrivée un jour avec un petit leaflet de 4 pages qui parlait de comment mieux consommer dans l'alimentation. Et donc, elle me dit, bah viens, on fait la même chose pour la mode. Alors, on part d'un 4 pages et on arrive à un livre de 160 pages. Génial. Oui, en fait, j'étais curieuse de voir ce qu'avait fait Natacha en France, parce que moi, du coup, je fais plus business to business et elle a été plus B2C, direct aux consommateurs. Et du coup, on s'est dit, ah oui, on voit qu'il y a un problème, on voit qu'il y a des choses à faire. Et j'étais vraiment impressionnée de voir déjà tout ce qui se faisait au niveau entrepreneurial à petite échelle. Et en lui parlant de ce leaflet, je dis, en fait, c'est parce qu'autour de moi, on me parle mais on me demande où est-ce que je dois acheter, quelle matière il est mieux, quelle est la plus vertueuse, est-ce que vraiment tous nos habits sont faits par des enfants, et je répétais souvent les mêmes choses, en fait. Bah oui, la viscose, voilà, les droits sociaux, regarde telle marque qui, elle, vérifie ça. Et puis, je me suis dit, en fait, il faut un petit leaflet que tout le monde puisse emporter ou qu'on puisse distribuer à la sortie des magasins pour que les gens puissent au moins acheter en connaissance de cause et un peu mieux les orienter sur leurs achats. Et grâce à Natacha, du coup, ce leaflet s'est transformé en livre. Et un jour, elle m'a dit, et si on demandait à des maisons d'édition? Et là, je vais, mais les gens vont être intéressés, tu crois, en fait? Et puis, aujourd'hui, on voit qu'il y a un réel engouement, quoi. Et ça fait plaisir. Ouais, c'est trop En bien. fait, on s'est rendu compte aussi que le 4 pages, c'était très compliqué pour expliquer l'industrie de la mode parce qu'il y a Ouais. tellement de choses et c'est tout le temps en mouvement, surtout en ce moment, Mm. que du coup, c'est très vite, 4 pages, c'est arrivé à 10 pages, 50 pages. Et après, quand on a rencontré l'éditeur, c'est là qu'il a dit non, mais il faut qu'on fasse un livre. Et là, c'est transformé même à la base, ça devait être 120 pages. Mais tellement il y avait de choses intéressantes à dire, plus les contributeurs pour enrichir, on est arrivé à ce document, enfin, ce livre, ce Mm. guide assez complet aujourd'hui qui peut aider une personne voilà, qui s'y connaît pas forcément bien à avoir les clés en fait pour vraiment devenir un consommateur, donc responsable lorsqu'il va aller acheter ses vêtements, quoi. Donc, c'est vraiment le but de ce guide.
Très En bien. fait, on voulait sensibiliser. Donc, pour sensibiliser, et expliquer et faire de la pédagogie, en fait, expliquer nos métiers, et ben, il fallait revenir depuis le départ, en fait, Ouais. et aller jusqu'à aujourd'hui et prendre la photo de l'industrie textile avec ses plus et ses moins, et pour que les gens puissent prendre les informations dont ils ont besoin pour faire leur propre discernement lors de leurs achats et voir ce qu'ils cautionnent, voir pour qui ils votent, en fait. Ouais. Ouais, effectivement, là, j'ai eu la chance de lire le livre et je l'ai trouvé très riche en informations. J'ai envie de vous poser la question s'il y a un passage qui vous marque particulièrement, que vous retenez du livre et que vous aimeriez partager avec nous aujourd'hui. Alors, pour ma part, moi, vu que je suis très tournée vers le grand public pour la consommation et comment justement améliorer sa consommation, tout mon cheminement, en fait, depuis cette découverte de la mode éco-responsable m'a emmené aujourd'hui à cette conclusion, c'est que la mode, en fait, sa mission, c'est en fait, devenir une mode personnalisée et finalement quitter cette uniformisation qui a été créée où chacun, on s'habille tous pareil, quelle que soit la région du monde, mais revenir à justement une mode sur mesure, entre guillemets, adaptée à qui on est, adaptée à notre morphologie, à notre structure, et finalement aussi se rendre compte de comment c'est fabriqué, avec quel type de matériaux, et comment c'est fabriqué aussi, qui le fabrique, et quel est l'impact en fait, et combien de temps ça prend de faire un vêtement, que c'est quelque chose qui est complexe, quoi, et redonner aussi finalement une ligne au vêtement, parce qu'aujourd'hui, c'est plus l'humain qui met en valeur le vêtement que le vêtement qui met en valeur la personne qui le porte, en fait. Ouais. Donc, c'est toutes ces choses-là, en fait, moi, que j'ai envie de transmettre aujourd'hui et de se poser ces bonnes questions et du coup, se faire plaisir avec un vêtement qui est aligné finalement avec qui on est et avec avec ce dont on a besoin, en fait, au quotidien. Ouais. Ouais. Super. Et ça rejoint les savoir-faire aussi, du coup, de chaque pays Mm. pour avoir justement de meilleures qualités, des vêtements de meilleure qualité. Mm. Ouais. Et toi, Alice, qu'est-ce que tu retiens? Moi, mes passages fétiches, ce serait l'impact de la vie de la chemise de Anne, qui travaille à l'ANCET, l'école d'ingénieurs de Roubaix, et qui a fait avec ses élèves des études sur l'analyse du cycle de vie des produits. Donc, c'est voir de A à Z où est l'impact d'un produit. Est-ce que c'est vraiment à sa production, au moment de la fibre, au moment des produits chimiques qu'on va rajouter, ou du coup, est-ce que c'est plus au lavage? Et finalement, on se rend compte que c'est plus au lavage. Et j'ai appris énormément de choses, et de voir comment est réalisé le produit et l'impact qu'il peut avoir d'un point de vue social et environnemental tout au long de la chaîne de production, je trouve que c'est hyper important pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ouais. Et après, j'ai un petit autre passage quand même un peu fétiche, c'est celui qui touche à la traçabilité, où Thomas, qui est consultant en RSE, en responsabilité sociétale d'entreprise, explique comment faire une bonne traçabilité pour des entreprises qui n'ont pas déjà une démarche en amont de traçabilité de chaîne d'approvisionnement. Et il explique aussi comment il faut donner la parole aux employés. Et ça, pour moi, c'est vital. C'est d'arriver à entendre les salariés, pas uniquement avec les moyens qu'on a aujourd'hui pour vérifier les droits des salariés, mais c'est aussi de leur permettre de parler. Et donc, il parle de tout ça, et son témoignage est vraiment important pour moi dans le livre. Très bien. Et moi, de mon côté, je retiens une phrase qui a été mentionnée par Valentin Julie dans son témoignage et qui s'applique non seulement à la mode, mais finalement à tous les secteurs, et y compris à celui du numérique, qui est que toute production reste une pollution. Voilà, je trouve ça, c'est une phrase toute simple, mais voilà, qui veut tout dire. Mais ça fait comme quand on vous dit c'est quoi le vêtement le plus éco-responsable? Bah, Ouais. c'est soit celui qu'on a déjà sur soi, Mm. c'est-à-dire que c'est 20% de la garde-robe qu'on fait tourner et pas celle qui reste dormir dans le placard. Et c'est aussi celui qu'on n'a pas créé, quoi, tout Ouais. simplement. Et ça ramène aussi à se dire qu'on achète pour une raison et pas juste pour acheter pour acheter. Parce que même si Ouais. on achète un vêtement éco-responsable mais qui reste dans l'armoire au final et qu'on le met une fois, c'est pas plus éco-responsable Mm. qu'un vêtement qui est d'une grande chaîne mais qu'on va mettre pendant 5 ans, quoi. Donc en Ouais. fait, c'est vraiment comment l'utilisation qu'on fait aussi de ce vêtement, quoi. Mm. Alors justement, sur cette mode, ce phénomène d'éco-responsabilité, il semblerait qu'on soit à un tournant. On en parle de plus en plus. Et des marques comme Ekyog, qui étaient précurseurs il y a une dizaine d'années, mais
À l'époque, j'ai l'impression qu'on n'était pas encore prêt à entendre ces messages d'éco-responsabilité. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on soit davantage prêt qu'il y a 10 ans, d'après vous? Alors, en fait, ce qui est intéressant, j'ai fait une petite analyse par rapport à l'évolution de cette mode éco-responsable et j'ai constaté que début des années 2000, il y avait déjà un premier mouvement qui s'est mis en place, Ouais. mais c'était plus pour les valeurs, en fait, les engagements que pour le style du produit. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu forcément un engouement tout de suite du grand public parce que c'était très tourné vers des personnes engagées, en fait. Et du coup, le style était pas forcément attractif. Donc, les Mm. gens ne s'intéressaient pas ou c'était très ethnique. Mm. Donc, il n'y avait pas forcément un intérêt, on va dire, enfin, ça démocratisait pas, en fait, le concept. Donc, ça restait vraiment une niche. Et puis après, dans les années 2010, il y avait déjà un premier mouvement qui a commencé à bouger où le style a commencé à évoluer. Et à l'époque, je me rappelle, en 2012, j'ai fait une étude de marché pour ma première entreprise et il y avait quand même 50% des gens qui ne savaient même pas ce que c'était la mode éco-responsable. Ah Donc, ouais. c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de visibilité. Donc, Mm. il y avait besoin en fait de promotion, qu'il y ait peut-être des ambassadeurs qui en parlent. Donc voilà, ça commençait à bouger un petit peu plus. Et c'est suite en fait au Rana Plaza qu'il y a eu un gros warning qui a commencé à éveiller les consciences du grand public aussi. Ouais. Et du coup, grâce à la Fashion Revolution qui s'est mis en place et tout le monde partage sur les réseaux sociaux. Donc, je Mm. pense que ça a commencé à créer l'intérêt. Et Ouais. puis, il y a aussi eu tout ce Mm. qui est lié à l'alimentation bio qui a créé un réveil. Et aujourd'hui, on arrive sur la troisième vague et qui est une prise de conscience plus généralisée sur un mode de vie, en fait, qui Mm. doit être plus éco-responsable et que c'est plus juste son vêtement, mais c'est tous les domaines de notre vie, en fait. Ouais. Juste le Rana Plaza, donc c'était l'effondrement d'un bâtiment au Bangladesh, c'est ça, où C'est était ça, exactement, oui. Si tu veux en parler plus précisément, Alice, peut-être. Oui, du coup, c'était un bâtiment de plusieurs étages qui n'était pas destiné à recevoir des machines de confection textile et qui n'a pas supporté, la structure n'a pas supporté du coup toute cette industrie qui était faite normalement pour recevoir des bureaux. Et donc, les personnes qui travaillaient dedans ont vu des fissures, ont dit qu'il y avait un problème au niveau de la structure. Et elles ont un peu été obligées de rester à travailler dans cette usine et elle s'est effondrée et elle a fait plus de 1300 morts en fait. Il y a eu beaucoup de crises, d'incidents qui ont déjà eu lieu depuis longtemps, mais là c'était le plus connu parce que c'est celui qui a fait le plus de morts, mais il y en a eu avant, il y en a encore aujourd'hui et ils sont plus minimes et ils sont pas médiatisés comme celui-là, mais ça a au moins permis, malheureusement il faut des choses comme ça pour que ça se réveille, de dire hey, mais attendez, il y a H&M, il y a beaucoup de marques dedans et eux disaient on ne le savait pas et là ça pose problème vis-à-vis de votre traçabilité de votre chaîne d'approvisionnement quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai que c'est sûr que c'est hyper malheureux, enfin, c'est dramatique d'en arriver là, quoi. On s'est rendu compte et même eux le savaient peut-être, mais bon du coup le consommateur a vraiment vu qu'il y avait une opacité sur toutes les chaînes d'approvisionnement et qu'il ne savait pas du tout ce qu'il achetait en fait. Ouais. Et du coup, Natacha, tu parlais de changement de mode de vie, etc. Est-ce que vous pensez que la crise sanitaire qu'on est en train de traverser amplifie ce phénomène, à savoir les gens prennent vraiment conscience de l'importance de l'écologie et prennent conscience aussi de l'importance d'être responsables dans leur consommation? Est-ce que vous pensez du coup que cette crise du coronavirus, ça amplifie ce phénomène? Si je peux me permettre du coup, Oui, Nadia, vas-y. je pense que du coup cette crise elle a mis en lumière davantage tous les problèmes qui étaient déjà là au niveau de l'industrie textile, mais tous. On est vraiment à un moment de changement global. On peut même dire le mot révolution, où on est obligé de se réinventer et de changer nos comportements aujourd'hui. Parce que il faut faire une refonte du système qui ne fonctionne pas et on est un peu dans le déni, nous et les institutions et les organisations économiques et gouvernementales. Et là, il faut se réveiller en fait. Et je pense que cette crise, elle a montré, oui, qu'il ne faut pas baisser les bras, justement, même si il y a des feux, il y a la biodiversité qui descend, qui est en train de mourir. Enfin, il y a plein de choses, mais là, c'est de se dire, bon, là, il y en a encore une, donc ne baissons pas les bras, mais justement, ouvrons les yeux. Et c'est ce qu'on veut faire avec ce guide, en fait. On veut montrer que oui, il y a dans cette industrie, mais il y a un problème global, mais nous, on le fait en connaissance de cause du milieu professionnel dans lequel on travaille. Et les travailleurs sont vulnérables, ils sont dans la subsistance et ils produisent aujourd'hui le trop-plein qu'on consomme. Et ça
ça n'a plus de sens. Mm. Et là, la crise, ça donne quoi? Bangladesh, 40 000 personnes ont été licenciées parce que annulation de commandes, des lettres, des entreprises qui se retrouvent avec des commandes qui n'ont pas pu se terminer, qui n'ont pas été payées. Enfin, ça, on se rend compte que c'est opaque, mais que ça n'a vraiment plus de sens du tout. Et le but, c'est d'informer dessus pour qu'on puisse arriver à faire évoluer tout ça. Ouais. Et justement, dans votre livre, vous prenez le parti d'exposer des faits sans aucun jugement, avec un objectif vraiment de sensibiliser sans pour autant, et là je cite, culpabiliser les fashionistas ou incriminer les enseignes de mode. Est-ce que vous pensez qu'avec ce qu'on est en train de vivre, ça soit suffisant? Est-ce qu'il ne faudrait pas passer à la vitesse supérieure et taper du poing sur la table? Alors, en fait, ce qui est important de noter, c'est que, bien évidemment, il faut accélérer le mouvement. Mais quand on commence à moraliser ou créer la catastrophe, en fait, ça crée l'effet opposé en fait en face. Donc c'est plutôt à travers ce guide, c'était de se mettre à la place en fait du consommateur, parce que nous-mêmes, Alice et moi, on est pareil que le consommateur ou le lecteur qui va lire ce livre, c'est que nous aussi on a eu ce déclic à un moment donné, et ça a été la mise en place en fait d'une amélioration de notre mode de vie au quotidien. En fait, on a testé plein de choses. Enfin, on s'améliore tous les jours. On prétend pas prétendre qu'on est nous les meilleurs, hein, pas du tout. Au contraire, on cherche encore tous les jours à s'améliorer. Mais c'est peut-être que grâce à ces pionniers en fait qui depuis des années ont fait des choses, se battent pour que ça change. Et ils vont pouvoir justement amener au grand public ces clés pour que ça aille plus vite en fait. Donc, et pour le pousser, pour son bien-être en fait, et pour se dire que voilà, on peut plus continuer comme ça, autant pour nous que pour les personnes dans le monde entier et pour la planète, parce que ça va nous impacter tous au final. Donc, c'est vraiment se mettre à la place, donner les clés et ensemble accélérer le mouvement en fait. Voilà. Enfin, pour ma part, c'est comme ça que je verrai les choses. Okay. Oui, c'est faire preuve de discernement aujourd'hui dans notre mode de fonctionnement, d'achat et notamment pour le textile. C'est de voir que on souffre de quoi? Il y a la pollution environnementale, il y a des pertes éthiques et de valeurs. Donc, expliquer ce que c'est que le greenwashing, expliquer, montrer comment est construit un prix et que le travail doit être plus juste. Donc, et qu'il n'y a pas de pénalisation aujourd'hui pour les mauvaises pratiques. C'est sensibiliser sans culpabiliser, mais que les gens puissent acheter vraiment en connaissance de cause et faire au mieux en fait aujourd'hui. Et du coup, comment est-ce que vous envisagez l'après-Covid pour le secteur de la mode? Moi, je le vois déjà par un changement de paradigme à la fois coût-bénéfice, quoi. Ça, c'est du court terme et on ne peut plus être là-dedans. Donc, on passe par cette transition écologique, mais c'est aujourd'hui indispensable. Et puis, ça passe surtout par la justice sociale, quoi, avec des nouvelles stratégies de chaîne d'approvisionnement. Et puis, je pense aussi, sincèrement, que ça va passer par les femmes, en fait, avec la revalorisation, les compétences, l'estime de soi. Donc là, je parle de women empowerment à mettre dans les usines, mais aussi dans les bureaux, partout dans le monde, et d'écoféminisme. Et de penser que la planète, ça passe aussi par remettre la femme à sa juste place. Ok. Et réfléchir aussi à la main-d'œuvre de demain avec les institutions internationales et les partenaires sociaux. Moi, je le vois comme ça, l'après. Et Natacha? Et pour compléter, j'ajouterais aussi le développement des nouveaux matériaux, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus juste fonctionner avec les matières actuelles. Et justement, il y a la chaire Bali qui est développée par Jean-Pierre Mauchot, qui est l'ancien président de la Fédération du prêt-à-porter féminin, avec qui j'ai travaillé. Okay. Et qui justement développe cette chaire pour trouver des nouveaux matériaux qui vont être durables et qui vont pouvoir habiller la planète en fait sans polluer. Donc c'est toutes ces nouveaux matériaux qui sont en train d'être développés, qui vont transformer aussi le secteur de la mode et comme je disais, aller vers la personnalisation. Pour moi, ce sont les deux clés en fait pour que le secteur de la mode devienne beaucoup plus durable en fait. Ok, trop bien. Et alors justement, c'est une super transition parce que dans les premières lignes du livre, vous donnez une définition du mot mode qui couvre au moins deux significations qui sont finalement complètement antagonistes. Donc là, je cite, la mode évoque donc à la fois quelque chose de durable et l'éphémère. Du coup, j'ai envie de vous poser la question, quelle définition souhaitez-vous donner à votre mode? Qui veut commencer? Vas-y Alice, je te laisse. Mode. Du coup, moi, mode, je mettrais plutôt les mots mode de vie, mode d'action.
revoir nos choix, nos prises de position, changer notre rapport à la nature et à notre vie quotidienne, à notre façon en fait de voir le monde et de nous voir aussi nous-mêmes et nos interactions avec tout le monde. C'est pour moi une mode, c'est se réapproprier sa liberté, ses droits, c'est se réinventer avec son authenticité, sa singularité et surtout, et c'est vraiment ce qu'on veut insuffler et donner envie avec ce livre, c'est la responsabilité individuelle. Ok. Donc plus Et moi, alors sur la définition de la mode, en fait, c'est finalement que la mode éco-responsable ne devienne plus quelque chose d'à part entière, qu'on ne différencie plus finalement la mode éco-responsable de la mode qui ne l'est pas éco-responsable, mais finalement que ça devienne intrinsèque en fait de fabriquer en respectant l'humain et l'environnement, quoi, qu'on n'ait pas besoin de le définir, mais que ça devienne quelque chose de normal en fait, et que ce soit la mode égale respectueuse de l'humain et de l'environnement. Ouais, c'est ça. Voilà, pour nous, c'est l'objectif ultime de tout ce qu'on est en train de faire. Et du coup, moi, j'aimerais rajouter que, là, c'est vraiment avec ce livre aussi un appel pour les consommateurs, mais aussi pour les marques. De dire qu'aujourd'hui, elles ne pourront pas passer à côté, aussi bien pour la protection de leur image que la protection de leur chiffre d'affaires, d'embaucher, de prendre des personnes qui sont peut-être pas spécialisées en responsabilité sociétale d'entreprise, mais qu'elles doivent revoir aussi leurs priorités sur leurs impacts. Quels sont leurs impacts, comment les voir, comment les calculer et prendre des meilleures décisions, des bonnes décisions. Donc ça passe par inclure des départements de RSE et c'est obligatoire aujourd'hui dans le sens où sinon ça touche trop à tout leur mode de fonctionnement qui n'est pas pérenne en fait. Donc vraiment c'est que chaque marque se pose la question qu'est-ce que je fais, comment je le fais, qui j'embauche, qui connaît et quel impact j'ai aujourd'hui en sortant mes vêtements en magasin. Qui puissent au moins se poser la question et embaucher des nouveaux types de profils en fait. Il y a plein de bonnes têtes pensantes qui n'attendent que ça, de donner plus de sens à ce qu'elles font. Et il y a beaucoup d'acheteurs aujourd'hui ou de personnes qui sont dans le domaine qui se posent la question en disant mais qu'est-ce qu'on fait en fait ? On fait partie du système, comment on peut changer les choses ? J'aime mon métier mais j'ai envie de le faire différemment. Donc la RSE aujourd'hui doit être au cœur des systèmes de fonctionnement des entreprises, des marques de vêtements, mais aussi pour moi de tous les autres domaines. Ouais, tous les autres secteurs. Donc c'est un appel. Et pour aller encore plus loin, Alice, il y a ce réveil au sein des entreprises occidentales, mais il y a aussi dans les pays en développement où justement on va utiliser la main-d'œuvre, que là-bas aussi il y a un réveil. Et on le voit dans le film Made in Bangladesh, justement, où une ouvrière, elle en a marre en fait des conditions de travail. Elle a envie de travailler en fait, c'est pas le problème, mais qu'ils aient des conditions beaucoup plus décentes. Et elle va monter un syndicat au Bangladesh du coup. Et c'est aussi en fait, je pense, c'est une prise de conscience à plusieurs niveaux, donc à la fois par le consommateur pour qu'il soit plus responsable de son achat, par les entreprises en Occident et aussi dans les lieux de fabrication, que les salariés reprennent leur pouvoir en fait. C'est pas qu'ils soient toujours assistés par nous, ce qu'on va faire pour eux, mais qu'eux aussi puissent imposer qu'ils veulent plus travailler comme ça et que ce soit, on voit bien par rapport aux manifestations qu'il y a eu, mais que ça soit un mouvement beaucoup plus généralisé en fait. Et j'espère qu'avec ce livre, les gens seront curieux de poser des questions aux marques, curieux de savoir tout ça et qui se posent des questions en fait. Ouais. Complètement. Et du coup, ce documentaire, Natacha, où est-ce qu'on peut le voir ? Alors, il était sorti au cinéma fin 2019. Alors, à mon avis, il doit bientôt sortir, je pense, pour qu'il soit disponible sur les plateformes VOD. Ouais, d'accord. Voilà. Mais c'est Made in Bangladesh. Après, je ne connais pas le nom exact du réalisateur. Je crois que c'est une femme, c'est une réalisatrice. D'accord. Mais c'est une histoire vraie en plus. C'est inspiré d'une histoire vraie. Donc... Ok, trop bien. On ira voir ça. Cool. Et enfin, la dernière question qui est une question bonus que je souhaite vous poser et que je poserai certainement à mes futurs invités. C'est quel usage, ou peut-être quels usages d'ailleurs aussi au pluriel, est-ce que vous faites du numérique au quotidien et quels sont les gestes que vous avez adoptés pour rendre votre consommation du numérique plus responsable ? Je pense que je suis une mauvaise élève parce que je ne connais pas. Et j'espère qu'un jour, tu écriras le guide de l'IT responsable pour pouvoir m'éclairer comme on l'a fait. Parce que j'y connais rien et j'entends des fois, il faut vider ses boîtes mail, il faut éviter les clouds, garder et prendre soin de son matériel.
Mais pour le peu que tu as déjà partagé avec moi, j'attends la suite parce que en fait, je découvre tous les jours. Ok, très bien. Et toi, Natacha? Bah, du coup, moi, j'utilise beaucoup le numérique pour mon travail, donc pour développer mon entreprise éco-responsable. Donc, bon, c'est l'un dans l'autre. Et pour développer avec mon équipe, justement, à distance. Donc, ça, c'est génial. Après, j'essaye de mettre en place des gestes, notamment prendre soin de mon matériel en le protégeant. J'essaye de réparer notamment mon ordinateur. Là, ça fait 5 ans que je l'ai. J'ai changé la batterie. Et normalement, il est reparti pour 5 ans. Donc, voilà, essayer de Ouais, faire durer le maximum. trop cool. Et voilà, le réparer si jamais c'est possible. Donc voilà, après les autres, j'avoue, je connais pas non plus très très bien tout ça, donc je découvre grâce à toi Ok, bah, c'est super. toutes ces choses qu'on peut mettre en place pour améliorer justement notre manière Consommation. de consommer le Mm. numérique. Ouais, bah super. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler, Non. mais j'espère faire bouger les choses. Bah oui, Ouais. avec Et du coup, ça me permet hâte. de parler du livre This is a Good Guide qui a été écrit par Marieke. Je pense que je prononce mal son nom, mais c'est Escout. Et du coup, elle parle vraiment de la sustainability, de la durabilité sur tous les pans de notre vie quotidienne. Donc, elle Ok. fait parle du vêtement, de la cosmétique et après de sa maison, de son transport, de son travail. Comment rendre du coup plus durable et respectueux tous les pendants de notre vie. Et ce guide, il est pour la Hollande, mais pareil, je lance un appel à celui qui veut écrire This is a good guide pour la France et même pour l'Europe, qui répertorie toutes les marques et toutes les actions qui sont mises en place. Et, euh, et ce serait chouette d'avoir ça pour la France, quoi. Eh ben carrément. Bon, j'espère que l'appel sera entendu. Bah, merci beaucoup les filles pour ce partage. Je vous souhaite à vous, mais aussi pour l'avenir de tous, un très beau succès pour le guide de la mode éco-responsable. C'était super de pouvoir interroger des experts sur le sujet. Je vous dis bravo parce que vous êtes des filles super et que vous êtes engagées et qu'on a besoin de personnes inspirantes comme vous pour faire bouger les lignes. Alors bravo et merci beaucoup. Et j'espère à très vite. Merci, Merci Perrine. beaucoup, Perrine. Et puis, je voudrais juste pour finir remercier quand même notre maison d'édition, Fleurus et Mango, du coup, parce que c'est un groupe. Et puis aussi Julie Zeitline, qui nous a quand même permis de découvrir, de rencontrer cette maison d'édition. Et Pauline Grasset, la sœur de Alice, qui nous a aussi aidé sur la finalisation et la rédaction de certaines parties du guide et tout. Donc voilà, c'est aussi un travail d'équipe et tous nos contributeurs, bien sûr, qui ont Mm. accepté de donner des témoignages et des contributions qui ont enrichi Mm. le guide. Voilà. Sans eux, ce serait pas ce que c'est aujourd'hui. C'est grâce à eux aussi, ouais. Mm. Bon, bah merci à eux alors. Super. Bon, merci beaucoup les filles. À très vite. Merci, à très vite. J'espère que ce premier épisode t'a plu. Personnellement, j'ai adoré cette discussion avec Alice et Natacha. Et pour rien te cacher, on avait passé plus de 2 heures par téléphone la semaine dernière pour préparer l'interview tant le sujet est vaste et passionnant. Ce que tu as là n'est finalement qu'un condensé de nos discussions. Je t'invite maintenant à lire le livre pour nourrir tes réflexions. Le guide sur la mode éco-responsable est disponible le 29 mai à la FNAC et dans les librairies. Je t'invite d'ailleurs à consulter le site de la Place des libraires pour savoir dans quelle librairie exactement il est disponible. En attendant, tu peux également consulter le site modeécoresponsable.com. D'autres épisodes de ce podcast viendront peut-être. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn sous Perrine Tanguy. Je te souhaite de passer une belle journée. N'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique, comme éteindre ta box le soir avant de t'endormir. La planète te remerciera. À très vite!